Les podcasts du Figaro. Le temps est clair, mais le froid est vif ce jeudi 15 janvier 2009 sur l'aéroport international de LaGuardia à New York. Il est 15h et le vol 1549 US Airways s'apprête à rejoindre la ville de Charlotte en Caroline du Nord. C'est à moins d'1 heure de New York. C'est le dernier tronçon de 4 jours consécutifs de travail pour ses pilotes. Chesley Sullenberger, 57 ans, que ses proches surnomment Sully, est le commandant de bord. Il fait équipe avec Jeffrey Skiles, de 8 ans son cadet. Sully est un ancien pilote militaire. Jeffrey, lui, vient tout juste de terminer sa formation sur l'appareil qu'ils ont entre les mains, un Airbus A320. Mais, en ce fameux 15 janvier 2009, sa formation va prendre une tournure tout à fait inattendue. Une formation que même le très chevronné Sully n'aurait imaginée. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac. Bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent, nous en avons rencontré. Dans le cockpit, le moment est à la concentration. Les 2 pilotes pianotent les touches de commande du Multifunction Control and Display Unit, que les pilotes américains surnomment affectueusement MACDO. Cet appareil est le directeur de vol de l'avion. Il intègre toutes les données qui vont lui permettre d'automatiser le voyage. On y engrange, par exemple, les indications concernant la route de départ, la route d'arrivée, les points de report pendant le vol, ou encore la masse de carburant embarquée. Le MACDO possède 2 écrans, un par pilote, qui sont regroupés sur la console centrale du cockpit de l'Airbus. Les turbines sont lancées. Après un court roulage sur le tarmac, le vol 1549 s'aligne sur le seuil de sa piste d'envol. Toga. Toga, c'est la contraction de take-off et de go-around. Comprenez, plein gaz. L'avion accélère rapidement. Il atteint d'abord la vitesse de décision, qu'on appelle la V1. Avant ce stade, en cas de panne moteur par exemple, il est encore possible d'interrompre le décollage. Seconde étape, la vitesse de décollage. C'est le point de rotation à partir duquel on lève le nez de l'avion. Troisième étape, le variomètre, le vario comme on dit dans le jargon des pilotes, dont les aiguilles indiquent que le décollage est sûr. L'A320 est prêt pour entamer sa montée. Il quitte la piste à 400 km/h. 1 minute 30 plus tard, l'avion semble s'étouffer. Un passager dira « C'était comme si nous avions percuté un mur ». Les 2 cadrans du N1, l'indicateur qui donne la valeur de la poussée, chutent brutalement vers le zéro. Le verdict est sans appel. Les 2 réacteurs se sont arrêtés simultanément. Sully reprend les commandes. Il tourne l'interrupteur qui commande les moteurs. Ignition start. Jeffrey, lui, tente de rallumer les turbines en poussant un petit levier vers l'avant. Mais rien n'y fait. Des oies sauvages, pesant chacune près de 5 kilos, se sont engouffrées jusqu'à la chambre de combustion des 2 moteurs, transformant le puissant Airbus A320 en un simple planeur. Les 2 pilotes sont face à un dilemme. Que faire ? Revenir à LaGuardia ? Se dérouter vers Teterboro, un petit aéroport sur la rive ouest du fleuve ? Nouvelle et dernière tentative de rallumage des réacteurs. Selon le manuel, pour une telle procédure, il faudrait atteindre 300 nœuds. Mais l'Airbus ne vole qu'à 170 nœuds, soit 315 km/h. Sully connaît les planeurs comme sa poche. Et à ce moment-là, il est formel. Son Airbus n'ira pas bien loin. Pendant leur formation, tous les pilotes ont dû faire des exercices de panne moteur. Ils ont alors appris à tenir compte de ce qu'on appelle la finesse de leur appareil. En somme, ils savent estimer la distance qu'il leur reste à franchir en regardant l'altitude qu'ils ont perdue. Et cette estimation se calcule en chiffres. 60, ça signifie que l'appareil peut encore parcourir 60 km s'il évolue à une altitude de 1 km. C'est le cas de certains planeurs très aérodynamiques. Mais pour l'Airbus A320 en ce jour fatidique, la finesse n'est que de 17.
Cela signifie que l'avion en détresse au-dessus de New York ne pourra parcourir au mieux que quelques kilomètres. Avec ce chiffre, Sully sait qu'il sera impossible de rejoindre l'un des deux aéroports aux alentours. Il faut donc prendre une décision très vite. Il opte pour un amérissage sur le fleuve. Un choix qu'il sait très risqué. Car Sully a forcément en tête ce qui est arrivé au pilote d'un Boeing 767 d'Ethiopian Airlines. En 1996, ils s'étaient retrouvés à court de carburant à la suite d'un détournement. Ils avaient alors tenté un amérissage près des Comores, mais sur les 175 passagers, 125 y avaient laissé la vie. Un bilan catastrophique. Sully rallume l'APU, autrement dit le groupe auxiliaire de puissance. C'est un turbogénérateur qui se trouve dans la queue de l'avion. Grâce à lui, les circuits de l'Airbus sont alimentés en énergie et les commandes électriques de l'appareil qui lui permettent de se diriger sont pleinement actives. Elles vont pouvoir déterminer la vitesse la plus faible de ce qu'on appelle la sustentation, c'est-à-dire celle qui permet à l'avion de se maintenir dans les airs. Le commandant de bord s'adresse calmement à ses passagers. « Préparez-vous à l'impact. » Sully demande à Jeffrey de ne pas déployer entièrement les volets sur les ailes. Leur rôle est d'augmenter la portance de l'avion, mais ils risquent aussi de trop le ralentir. Le commandant de bord garde le train d'atterrissage rentré et de la main gauche déplace doucement le court manche à balai de l'Airbus en secteur arrière. L'appareil se redresse car la queue de l'avion doit impérativement toucher l'eau en premier. Enfin, Sully fait en sorte de garder les ailes bien à plat. Il ne faudrait surtout pas que l'avion soit déséquilibré au cours de cet amérissage forcé. L'A320 se pose sur l'Hudson à plus de 200 km/h. C'est un mur d'eau qui s'abat sur le pare-brise. Les deux pilotes, bien sanglés sur leur siège, encaissent le choc, très dur. Tout comme les passagers qui voient bientôt les eaux du fleuve arriver à mi-hublot. Pour un peu, on se croirait à bord d'un sous-marin. Sauf que l'eau commence à s'infiltrer dans la carlingue. Elle est à 5 degrés. Même si l'Airbus a perdu l'un de ses réacteurs, il est encore entier. Sully a gagné son pari. Si la plupart des 150 passagers n'ont pas une égratignure, 5 sont blessés assez gravement. Les gardes-côtes dépêchent sur place pas moins de 7 ferries et 1200 secouristes arrivent pour procéder au sauvetage. Mais alors, comment expliquer que les pilotes aient dû procéder à une telle manœuvre ? Le vol 1549 du US Airways a percuté des oies sauvages seulement 7 km après sa piste d'envol. Ces oies, des bernaches du Canada, ont élu domicile autour de l'aéroport de LaGuardia. Ce n'est pas la première fois qu'un avion de ligne en heurtait. C'est une menace bien connue des aéroports. On l'appelle même le péril aviaire. Mais la plupart du temps, les oiseaux ne causent que des impacts sur le fuselage, même s'il arrive que ce soit plus grave. Quelques mois auparavant, le 25 mai 2008 à Bruxelles, un Boeing 747 d'une compagnie aérienne de fret américaine avait quitté soudainement la piste après, entre guillemets, une ingestion accidentelle. L'un de ses 4 réacteurs avait avalé un faucon et s'était brisé en 3 tronçons. Par chance, ce vol transportait essentiellement du courrier diplomatique américain. Les 4 membres d'équipage et l'unique passager s'en étaient sortis indemnes. Dans tous les aéroports du monde, des spécialistes sont chargés de traquer les oiseaux. On a même mis en place des radars spécialisés dans leur détection. Mais il faut quand même bien l'accepter et partager les cieux. Les oiseaux volaient bien avant les avions. Pour le vol 1549, tout s'est joué en quelques minutes. 15h26, Décollage. 15h28, Le pilote avertit le contrôle aérien d'une collision aviaire. 15h31, C'est l'amérissage dans l'Hudson. Entre l'annonce de la collision et l'amérissage, 3 minutes se sont écoulées. Un exploit. Cette prouesse, elle est surtout due au sang-froid et à l'habileté du commandant de bord Sully, qui a sauvé les vies de ses passagers et celles de son équipage. Mais qui est ce commandant Sully ? Fils d'un dentiste et d'une institutrice, descendant d'immigrants suisses et allemands, Sully est né en 1951 au Texas. Passionné d'aviation depuis l'enfance, il a 16 ans quand il effectue son premier vol sur un planeur.
Après une maîtrise en psychologie du travail, il devient pilote de chasse dans l'US Air Force. De 1973 à 1980, il pilotera le fameux F-4 Phantom II, un avion puissant et performant, emblématique de la guerre du Vietnam, mais au tempérament rugueux. Dans le milieu, on le compare même à une brique volante, à cause de son côté lourd et peu maniable. Vous l'aurez compris, quand on a piloté pareil « brique » entre guillemets pendant des années, on est capable de tout piloter. Mais Sully travaille pour l'US Airways et au fil des années, il va devenir un spécialiste reconnu de la sécurité aérienne. Pourtant, et malgré son ancienneté dans l'entreprise et son excellente réputation, la compagnie aérienne sera intraitable avec lui pendant les 18 mois que va durer l'enquête. Elle va le tenir à l'écart et ira même jusqu'à réduire son salaire. Des mois très éprouvants pour le pilote. Car dans un premier temps, les experts vont affirmer que Sully aurait pu atterrir à LaGuardia ou à Teterboro. Heureusement pour lui, une simulation de vol va permettre de dissiper cette suspicion. Compétent, modeste et sensible, Sully devient un héros comme l'Amérique les aime. Il croule sous les honneurs. Véritable coqueluche, tout le monde se l'arrache. Michael Bloomberg, le maire de New York de l'époque, lui remet symboliquement les clés de la ville. Il reçoit un coup de fil du président George W. Bush et il est même invité à l'investiture du président Obama 5 jours après l'accident. Auteur de 2 best-sellers, Sully devient un temps consultant pour la chaîne CBS. Mais on se souvient surtout de lui, car son histoire a été adaptée au cinéma en 2016 par Clint Eastwood avec le film qui porte son nom. C'est l'acteur Tom Hanks qui incarne le rôle-titre. Le commandant a participé à l'écriture du scénario, un scénario qui s'attache à retranscrire au plus près la réalité. Évidemment, cet amérissage forcé a créé des liens très forts entre les pilotes. Depuis ce miracle, Sully et Jeffrey Skiles se considèrent comme des frères, liés pour toujours, alors qu'ils ne se connaissaient pas 3 jours avant l'accident. Skiles sera aux côtés de Sully lors de son tout dernier vol, avant sa retraite, le 3 mars 2010. C'était le dernier épisode de la série des Miraculés du ciel. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve prochainement pour d'autres histoires incroyables. Je vous emmènerai sur la piste de chasse au trésor, alors soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site du Figaro.fr. L'histoire de l'amérissage forcé de l'A320 est à l'origine un article écrit par Philippe Doucet dans le Figaro du 26 juillet 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.